Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, la critique de Gods Will Be Watching. Ensuite, Indécis sur la légende de la garde. C'est un comics qui est adapté en jeu de rôle. Et ensuite, c'est Metal, Missile et Plastic Gun sur Starcom, enfin sur les méchants de Starcom. On commence avec les news. Le 1er septembre, Sony aussi s'essayait à l'exercice de la conférence pour annoncer ses prochaines nouveautés avant l'effervescence du prochain Tokyo Game Show. On ne parlera pas ici des différentes annonces 18+, qui ont pu être faites à l'occasion, dont la saillie de Kojima et de son nouveau projet pour l'instant baptisé Pity. Malgré plusieurs titres annoncés durant l'événement, des coloris différents de consoles et quelques changements accessoires pour le hardware, cette conférence donne l'impression d'avoir eu du mal à soulever les foules. À part Destiny et The Crew ou le prochain Bloodborne, il fut question de nombreux RPG dont le 5e Disgaea pour PS4. Pas certain que tout s'arrive de par chez nous. Dragon Quest Heroes semble imiter Hyrule Warriors en proposant un Dragon Quest développé par Omega Force et reprenant la recette bien connue des Dynasty Warriors. Ce n'est pas la grosse folie, mais à n'en pas douter, le contenu 18+ était tout de même plus intéressant et il en sera question le temps venu. それでは皆様、東京ゲームショウでお会いしましょう。McNeil est un développeur indé qui avait déjà remporté la Game Jam Oculus Indiecade en 2013. Basé en Californie, le développeur indé persiste à travailler sur des jeux développés pour l'Oculus Rift avec Darknet. Celui-ci vous plongera dans un système de réalité virtuelle au look rétro, à la System Shock, où il faudra naviguer dans des réseaux neuraux en piratant certains nœuds cruciaux et éviter de se faire piéger. Cela parlera aux fans de neuromancien de William Gibson, monument fondateur du cyberpunk. Le jeu se revendique de cette tendance assez années 90, notamment avec un trailer hommage composé de scènes des films Johnny Mnemonic et Le Cobaye. Darknet n'a pour l'instant pas de date de sortie réellement définie. Fox est un studio indé qui s'était déjà fait connaître avec le roguelike Road Not Taken. Il s'essaie ici au jeu d'action en 2D où il faudra à dos de dragon looter le plus d'ennemis possible. Une sorte de croisement entre Monster Hunter et le film Dragon de DreamWorks en quelque sorte. La direction artistique pastel du titre finit de nous donner envie de s'essayer à la chevauchée de dragon et d'utiliser les courants ascendants à son avantage. Le développeur n'a pas précisé de plateforme ou de date de sortie car il doit encore leur rester pas mal de travail sur leur titre. Moi, j'ai jamais été très point and click parce que déjà je suis feignant, donc j'aime pas fouiller, j'aime pas chercher. Mais j'ai essayé Day of Tentacle il y a très longtemps et j'ai jamais réussi à le finir. Mais le jeu était tellement beau que j'avais vraiment envie d'y jouer. Bon, je suis bloqué, je me rappelle plus à quel endroit, dans un bureau, je crois, avec des tentacules qui étaient posés sur un bureau. Enfin bon, bref, je suis jamais passé. Par contre, ce jeu m'a rendu plus intelligent parce qu'un jour, il y avait une question au Trivial Pursuit et on me dit. En quoi était fait le dentier de George Washington? Et là, je me suis rappelé que dans le jeu, à un moment, je sais plus, en fouillant, parce qu'on allait dans le passé, dans une cheminée, j'avais trouvé le dentier en bois de George Washington et ça m'avait fait rire parce que je m'étais dit, un dentier en bois, c'est con, ça n'existe pas. Et en fait, si. Et j'ai pu répondre à Trivial Pursuit grâce à ça. Voilà. Et voici un point and click avec des graphismes type Another World. God Will Be Watching. Minimalisme, telle était la thématique de la 26e Ludum Dare, une game jam de 72 heures effectuée fin avril 2013. Au cours de celle-ci, Gods Will Be Watching vit le jour. Il se présentait alors sous la forme qu'il possède encore aujourd'hui, celle d'un jeu d'aventure point and click scénique, au graphisme pixelisé et stylisé à la Sword and Sorcery. Scénique dans le sens où les développeurs ont privilégié l'unité de lieu. Le prototype créé lors de la Ludum Dare, toujours jouable sur un navigateur internet à l'adresse suivante, mettait ainsi en scène un groupe de personnages coincés sur une planète désolée qu'il fallait parvenir à maintenir en vie durant 40 jours. Toute l'aventure se déroulait sur un écran unique. Ce prototype ayant rencontré un grand succès auprès des joueurs et de la presse, les développeurs, un petit groupe de 4-5 Espagnols dirigé par l'auteur principal du jeu, Jordi de Paco, alias Greyshot, ont immédiatement travaillé sur une version plus complète qui fut soumise au financement participatif sur le site Indiegogo. Backé avec succès au cours de l'été 2013, Gods Will Be Watching a récolté un peu plus de 20 000 € alors qu'il n'en demandait que 8 000. Téléchargeable depuis fin juillet sur Windows, Mac et Linux, le jeu propose la séquence Ludum Dare remaniée, ainsi que 5 autres scènes liées entre elles par une histoire s'affranchissant de tout manichéisme pour confronter le joueur à ses propres décisions, desquelles dépendront sa survie et celle de plusieurs groupes de personnages plus ou moins récurrents.
On ne va pas trop s'éterniser sur l'histoire elle-même, qui met en scène le sergent Burden, un agent ayant infiltré une organisation terroriste nommée Xenolifer, dont il semble partager les vues politiques, sinon les méthodes. Une opposition entre deux factions donc, l'une omnipotente, la fédération constellationniste, prônant l'esclavagisme, et l'autre son abolition, quitte à avoir recours à un génocide. Entre ces deux entités, le joueur est broyé et devra faire au mieux pour conserver son humanité. Gods Will Be Watching fait finalement la part belle à la gestion plus qu'à l'aventure pour occulter la partie résolution de puzzle inhérente au genre point and click. Le joueur doit faire des choix très rapidement et gérer au mieux des situations de crise. Prise d'otage qui part en vrille, survie à une séance de torture prolongée, trouver un remède à un virus mortel, survie sur une planète isolée et ainsi de suite. Via un système de dialogue à choix multiples classique et toujours sous la pression du temps, il faudra manager son équipe, veiller à son moral autant qu'à son bien-être et tenter de faire un minimum de victimes. Les décisions seront toujours très difficiles à prendre, celles-ci nécessitant souvent un pragmatisme laissant peu de place à la morale et l'empathie. Sacrifier l'un de ses partenaires pourra ainsi être la seule solution viable pour ne pas se retrouver très vite en situation d'échec. L'objectif du jeu est clairement de mettre le joueur sous tension et de tester ses limites. Jusqu'où irez-vous pour tenter de survivre ? Structuré en 6 chapitres suivis d'un épilogue jouable, Gods Will Be Watching est ponctué par des statistiques permettant de confronter ses choix à ceux des autres joueurs, un peu à la manière des The Walking Dead de Telltale Games. Deconstruct Team a créé un jeu sans pitié aucune. Vous allez regretter la plupart de vos décisions, certaines pourront même vous hanter quelque temps. Vous allez mourir vite et souvent. Et si les chapitres sont courts et peu nombreux, l'extrême difficulté du jeu, ainsi que la variété des choix et approches possibles, lui assure une durée de vie correcte, sachant qu'il est téléchargeable pour moins de 10 €. En fait, le jeu était si difficile que 2 semaines seulement après sa sortie, les développeurs ont décidé de mettre à disposition un patch nommé Mercy, que l'on peut traduire par miséricorde, introduisant 3 nouveaux modes de difficulté plus accessibles. Gods Will Be Watching est visuellement magnifique pour qui apprécie les gros pixels et les graphismes stylisés. Il profite également d'une superbe bande originale, stressante et dramatique à souhait, composée par l'espagnol Fingerspit. Quant au dialogue, ils font mouche et exposent avec une certaine habileté les personnalités des protagonistes, celles-ci ayant un impact évident sur vos décisions. On appréciera que le jeu ait été traduit en français, même si les fautes ne sont pas rares. Lors de la réalisation de cette critique, nous avons été confrontés à de nombreux bugs graphiques, dont un crash récurrent lors de l'épilogue final, qui a finalement été corrigé via un patch début septembre. Aujourd'hui, l'expérience devrait donc être plus stable. Notre plus gros regret concerne l'absence de persistance de nos décisions. Chaque chapitre est finalement indépendant, et si l'on perd ou que l'on sacrifie un personnage dans le chapitre X, il sera présent dans le suivant. Gods Will Be Watching n'en reste pas moins une expérience unique, souvent extrême, toujours fascinante, qui mérite bien son appellation de point and click thriller. Un jeu aussi épique que minimaliste, où le joueur devra supporter le poids de chacune de ses décisions, qui rappelle à bien des égards les meilleurs côtés du Heavy Rain de Quantic Dream. En voyant le jeu précédent, ça me fait penser qu'aujourd'hui, je joue plus qu'à des petits jeux ou des moyens jeux sur Xbox Live ou sur le PSN, parce que je me sens plus trop représenté par les blockbusters et je trouve plus mon compte avec des jeux comme Guacamelee. Je sais pas si vous avez testé Guacamelee, mais c'est juste un jeu fabuleux niveau graphisme, et si vous êtes fan de Nintendo, bah là vous retrouvez du Metroid, enfin c'est juste un jeu mais vraiment génial. Il y a Soldat Inconnu que j'ai fini aussi, c'est la plus belle fin des jeux vidéo que j'ai vu depuis très longtemps. Et puis Charlie Murder qui est jouable à 4, qui est trop cool avec une direction artistique juste folle. Voilà. Donc moi je trouve qu'il y a plein de petits jeux indépendants qui sont vraiment cool, même si Soldat Inconnu c'est pas hyper indépendant, mais bon. Lorsque des souris prennent des épées, c'est un comics, et bien le comics est devenu un jeu de rôle, un des 6 sur la légende de la garde. Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Célébrons la rentrée avec la sortie très attendue du jeu de rôle adapté du comics Légende de la Garde de David Peterson, Mouse Guard en version originale, publié par Gallimard en France. C'est le petit éditeur Footbridge Éditions qui s'est chargé de la traduction française du jeu de rôle, une sortie financée sur la plateforme participative Ulule.
An de grâce 1152. L'hiver descend sur Lockhaven, mais pas question pour les valeureux guerriers de la garde de prendre un repos pourtant bien mérité. C'est en effet à eux qu'il incombe de patrouiller les chemins reliant entre les hameaux, défendre les frontières des territoires ainsi que leurs citoyens. Et les dangers ne manquent pas. Par-delà les mers, dans les terres inconnues, les pêcheurs fourbissent leurs armes. Et dans les fourrés rôdent bêtes affamées, prédateurs rusés et terreurs zélées. Mais que sont ces créatures? Des gobelins? Des vouivres? Non, de simples serpents, renards, furets ou hiboux. Car les membres de la garde sont des souris. Petites par la taille, mais grandes par le courage, ces souris risquent leur vie pour protéger leurs congénères d'une nature aussi hostile qu'impitoyable. Car oui, un renard vaut n'importe quel dragon lorsque l'on mesure 15 cm. Mais qu'importe l'ennemi, pourvu qu'on ait la cause. Dans Légende de la garde, on joue donc des patrouilleurs de la garde, c'est-à-dire des souris. Sous les ordres de la matriarche Gwendoline, les joueurs devront accomplir les différents devoirs qui incombent aux gardiens. Patrouiller le territoire des souris, nettoyer les chemins, établir de nouvelles routes entre la forteresse de Lockhaven et les différentes colonies, livrer le courrier, escorter les voyageurs, surveiller le climat afin de ne pas être pris au dépourvu par l'orage, une force particulièrement destructrice à l'échelle d'une souris, chasser les prédateurs et secourir les souris tombées entre leurs griffes, résoudre les conflits entre les différentes communautés et maintenir les frontières à l'aide d'une concoction spéciale qui repousse les plus gros prédateurs. Créer un personnage des légendes de la garde, c'est lui choisir un nom, une couleur de fourrure, une origine. C'est en retraçant le passé du gardien que ces données de jeu prendront forme. Qui sont ses parents? De quel artisan était-il l'apprenti durant ses 2 premières années dans la garde? Qui est son meilleur ami et son plus farouche rival? Qui était son mentor? Quelles sont les croyances du personnage et quels sont ses objectifs dans la vie? Chaque gardien a également divers attributs, compétences et traits de caractère qui détermineront ce qu'il sait faire. Le système de jeu des légendes de la garde reprend celui d'un autre jeu intitulé The Burning Wheel. Il s'agit d'un système à base de dés à 6 faces. Lorsqu'un personnage veut accomplir une action, son joueur lance autant de dés que la compétence. Chaque dé faisant 4 ou plus est un succès. Selon la difficulté de l'action, le joueur aura besoin de plus ou moins de succès. Les traits de caractère du personnage auront également un impact positif ou négatif sur les dés lancés. Si le joueur invoque un trait négatif de son propre chef, et donc s'auto-inflige un handicap, alors il gagne une action supplémentaire durant le tour. Lorsque 2 groupes de personnages sont en compétition, le différend est résolu grâce à un système appelé confrontation, durant lequel chaque groupe tentera d'accomplir ses propres objectifs. Par exemple, la garde veut attraper les brigands et les brigands veulent semer la garde. Chaque groupe a un score de disposition. À chaque tour, chaque groupe pourra choisir entre 4 actions: attaque, défense, feinte et manœuvre. Cela donnera lieu à des jets de dés en opposition qui auront pour effet de faire baisser la disposition du perdant ou d'augmenter celle du gagnant. Le groupe dont la disposition tombe à 0 est le perdant de la confrontation. Légende de la garde est une vraie bouffée d'air frais. Outre qu'il est très original de jouer des souris en lieu et place des habituels elfes et nains, le système de jeu est bien pensé et didactique sans être simpliste. En plus, le jeu est richement illustré avec les sublimes dessins de David Peterson. Et pour ne rien gâcher, la traduction française est de qualité. Seul petit bémol, la version boîte, qui contient un livret de règles et de scénarios supplémentaires, des figurines, des dés spéciaux et tout un tas de goodies, n'est pas disponible à la vente, et seuls les heureux souscripteurs du jeu sur Ulule ont pu bénéficier de cette luxueuse version tirée à très peu d'exemplaires. On ne trouve donc en boutique que le livre de base, certes très chouette, mais je pense que la plupart des rôlistes ou des fans de la BD auraient préféré pouvoir acheter la version boîte quitte à payer plus cher. C'est d'autant plus dommage que la campagne bonus est écrite par Jérôme Larrey et François-Xavier Quend. Bon, au moins les dés spéciaux devraient être disponibles en boutique d'ici fin septembre 2014, c'est déjà ça. Bref, si l'on accepte cette stratégie commerciale un peu étrange, le jeu de rôle des légendes de la garde est une réussite totale et l'un de nos gros coups de cœur de cette année 2014. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien! Starcom, je suis fan de Starcom. Je suis pas fan du dessin animé Starcom parce que le dessin animé est nul. Tu sens que c'est les mêmes mecs qui ont fait Masque, mais tu sens que les scénaristes ils sont barrés. Alors déjà Masque des fois c'était pas génial, mais alors Starcom y a rien, voilà. Par contre les jouets, l'idée des jouets, les aimants, les moteurs, enfin voilà, c'est juste génial. J'aime tellement ces véhicules qu'aujourd'hui, quand je fais des marchés aux puces, je les achète encore, quoi. Et ce que j'adorais dans ces jouets, le truc que j'aimais le plus, c'est que les petits véhicules pouvaient se replier et devenaient des cubes, et on pouvait les rentrer à l'intérieur des véhicules. Et je crois, je me rappelle pas avoir eu d'autres jouets où on pouvait faire ça. Bon, évidemment,
Le petit véhicule, fallait l'acheter à part du gros véhicule, donc ça coûtait 2 fois plus, voilà. Mais c'était juste génial parce qu'en plus, la voiture, elle pouvait être à l'arrière du véhicule, mais on pouvait mettre l'avion aussi. Et l'avion pouvait s'aimanter dessus et inverser. Et j'avais l'impression que c'était vrai, quoi. Voilà. Metal Missile et Plastic Gun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, la suite d'une série vraiment qui me fait chaud au cœur, la suite de Starcom. Donc précédemment, nous avons vu les bons de Starcom, c'est-à-dire le Star Command et les Astro Marines. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons voir les forces du mal, à savoir les Shadow Forces, qui, vous allez voir, sont très très bien équipés à tout point de vue, du lourd, du blindé, des armes, enfin tout ce qu'il faut pour être vraiment très 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 méchant. Donc voici les boîtes, hein. Le code couleur très en vogue dans les années 80-90, c'est-à-dire le rouge, qui veut dire action. Donc comme vous pouvez le constater, de l'action il va y en avoir. Donc une présentation de l'engin en pleine action avec des effets laser. Quand vous retournez la boîte, vous avez un petit détail du jouet lui-même et de ses possibilités. Donc des boîtes, on va dire, habituelles à cette époque, mais ça fait toujours plaisir. Du quadrillage un peu high-tech, comme on a vu sur du masque ou d'autres choses de ce genre. Alors voilà, nous allons commencer avec un jouet que sûrement nombre collectionneurs possédaient à l'époque parce qu'il était relativement répandu et surtout assez abordable au niveau du prix. Donc j'ai l'honneur de vous présenter de nouveau le Shadow Raider. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, un tank. Je crois qu'il n'y a aucun doute sur sa forme et sur sa finalité. Donc le Shadow Raider, c'est vraiment un jouet très très bien parce que quand il est replié, il présente une forme vraiment compacte et une belle ligne avec la pointe au début, qui veut dire que je rentre dans les lignes ennemies ou voire même dans l'ennemi, ça pose pas de problème. Donc un premier design vraiment déjà très plaisant, et ensuite bien sûr vient la magie de Starcom, c'est-à-dire le Power Deploy. Donc en appuyant simplement sur un bouton, vous obtenez ceci. Et voilà. Comme vous avez pu le voir, les canons sortent à l'avant. Ici, l'ensemble du corps du tank s'allonge, bien sûr. Vous avez donc un canon principal qui sort, que vous retournez. Vous allongez les canons et il est prêt et opérationnel. Et puis vous avez ce qu'on peut appeler un tail gunner, c'est-à-dire un canon à l'arrière. Donc si, comme moi, vous disposez d'un trooper supplémentaire, c'est toujours bon d'en avoir. Vous voyez ici un petit trooper Starcom, donc avec son équipement, comment dirais-je, GP, c'est-à-dire un backpack, un tuyau et puis une arme. Comme tous les personnages Starcom, il a des aimants sous les pieds, donc évidemment, vous pouvez le poser sur toutes les surfaces aimantées que comportent vos différents véhicules de Starcom. Donc voilà, vous pouvez aussi bien enlever le backpack, enlever l'arme, c'est à votre fantaisie. Donc vous pouvez parfaitement mettre ce trooper en tail gunner par exemple, ou encore mieux, si le canon a besoin d'une précision humaine afin d'abattre les fâcheux ennemis qui circulent au-dessus de la tête de nos astronautes du mal, eh bien il vous suffit d'installer ainsi votre trooper qui prend commande d'une DCA, ma foi, fort efficace. Et voilà. Donc voilà pour le Shadow Raider, qui est vraiment une très belle bête. Bon, une roue libre, il n'y a pas de moteur au niveau des roues. Il y a quand même une chose intéressante, c'est que les tank treads, les chenilles peuvent changer de configuration, donc ça c'est sympa. Je suppose que c'est pour modifier la traction, mais vous pouvez parfaitement donc mettre les chenilles dans ce sens-ci. Si vous avez éventuellement besoin d'une petite action pour vous surélever par rapport à l'ennemi, s'il est semi-aérien, vous pouvez vous mettre dans cette position de manière à surélever vos pièces pour pouvoir envoyer l'obus un peu plus dans la face du volant, qui en général se croit intouchable, mais justement vous lui démontrez le contraire. Ensuite, si vous avez des velléités de retournement éventuel de blindés adverses, vous pouvez attaquer comme ça, et puis ensuite, hop, remonter, et ça soulève l'ennemi. Donc voilà pour le Shadow Raider, hein, vraiment un jouet que personnellement j'aime beaucoup. Beaucoup de possibilités dans quelque chose de compact, un superbe design,
Et puis bah, je vais vous le refaire parce que personnellement je ne m'en lasse pas. Le power deploy sur ce jouet est vraiment très très attrayant. Voilà, on refait ça. Vous prenez soin de refermer les canons, vous appuyez sur le bouton, la magie s'opère. Et voilà. Donc un maximum de possibilités. Un superbe, je me répète, un superbe design. Tout ce qu'il nous faut dans le jouet paramilitaire, dirons-nous. Voilà pour le Shadow Raider, une bien belle bête, comme je vous le répète, une fois de plus. Redondance quand tu nous tiens. Donc je vous rappelle au passage que le Power Deploy est un système qui nécessite absolument aucune pile. Donc c'est vraiment un système de ressort qui en fait se charge en faisant une action. Le fait de faire une action charge le ressort pour la réaction suivante. Donc c'est vraiment super ingénieux. Coleco a déployé vraiment des merveilles technologiques. Je pèse mes mots à cette époque pour nous donner ces fabuleux jouets de Starcom. Voilà, pas de pile, tout ça au mouvement. C'est vraiment la preuve que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Des fois, j'ouvre le véhicule et je le sors, je le déplie, je le replie, je le remets dedans. Je joue plus avec, mais je m'en sers, tu vois. Ah, je joue mon spectacle Petite Dépression entre amis au festival Tsume Fan Day, dimanche 14 septembre au Luxembourg. Et voilà, et moi je vous dis à bientôt, ciao.